Bonjour, nous allons poursuivre dans ce chapitre notre initiation à la pharmacologie en nous intéressant maintenant à la pharmacocinétique. Je rappelle que la pharmacocinétique correspond à l'étude du devenir du médicament dans l'organisme. Elle repose sur l'étude des concentrations de médicaments obtenues suite à l'administration d'une dose de médicament. La pharmacocinétique, comme je vous l'ai indiqué, permet l'étude de la relation dose de médicament, concentration en médicament, qu'elle soit concentration sanguine ou concentration plasmatique. La connaissance de la pharmacocinétique d'un médicament permet d'en définir les modalités d'administration, à savoir la voie d'administration, par exemple intraveineuse, péros, sublinguale, etc. La forme galénique, comprimé, gélule. La posologie, en fonction du poids, de la fonction hépatique ou de la fonction rénale du patient. La posologie en fonction des médicaments éventuellement associés. Et enfin, du rythme d'administration, par exemple 1 ou 2 prises par jour par voie orale ou en perfusion continue, etc. Les objectifs de ce cours seront donc, d'une part, de connaître le devenir des médicaments dans l'organisme. Nous verrons que 4 phases sont individualisées, à savoir l'absorption, la distribution, la métabolisation et l'élimination d'un principe actif. Pour chacune de ces phases, nous aborderons les notions de base de pharmacocinétique quantitative, c'est-à-dire que nous étudierons les principaux paramètres pharmacocinétiques qui permettent de les quantifier. Enfin, nous essaierons de voir pourquoi les individus ne répondent pas tous de la même façon à un traitement, en abordant les principales sources de variabilité de réponse aux médicaments. Ce premier chapitre va donc s'intéresser à la phase d'absorption des médicaments. Pour vous présenter la majorité des notions de pharmacocinétique, j'aborderai essentiellement la voie digestive. Alors pourquoi ce choix? D'une part parce que c'est une voie indirecte, c'est-à-dire c'est la voie où les paramètres sont les plus variables. Et d'autre part parce que c'est la voie d'administration qui est malgré tout la plus fréquente et donc qui présente un intérêt d'autant plus général. L'administration d'un médicament par voie digestive nécessite donc une première étape qui est celle de la libération et de la dissolution du principe actif, puis son passage dans la circulation sanguine, c'est-à-dire sa résorption. Alors une petite remarque, le terme d'absorption, bien que étant le plus utilisé, peut être ambigu en ce sens qu'absorber veut aussi dire avaler. Donc la pharmacocinétique s'intéresse à la résorption étant le passage du principe actif dans la circulation sanguine. Comme j'ai essayé de le représenter sur cette diapositive, la résorption nécessite le franchissement par le principe actif de la barrière digestive, c'est-à-dire le franchissement de l'épithélium digestif et le franchissement de l'endothélium vasculaire. Vous comprenez aisément que les propriétés physico-chimiques des principes actifs vont donc fortement influencer leur résorption. Un premier mécanisme d'absorption des médicaments est leur diffusion passive à travers les phospholipides qui représentent environ 80% de la surface des membranes cellulaires. Ce mécanisme de diffusion passive est le principal mécanisme impliqué dans l'absorption. La diffusion passive s'effectue selon un gradient de concentration du milieu où la molécule est la plus concentrée vers le milieu où la molécule est la moins concentrée. En conséquence, en tant que phénomène passif, cette diffusion ne consomme pas d'énergie et n'est pas saturable. La bicouche lipidique membranaire, représentée en bleu sur cette diapositive, est perméable aux substances qui sont liposolubles, donc la diffusion passive concernera surtout les molécules apolaires. En revanche, la bicouche lipidique des membranes cellulaires est imperméable aux ions sodium, potassium, chlorure et aux formes moléculaires ionisées. En conséquence, seules les formes moléculaires des médicaments diffuseront à travers la bicouche lipidique. Cela implique que le pH du milieu jouera donc un rôle important dans l'absorption des médicaments par diffusion passive. Un médicament acide faible sera sous forme moléculaire à pH acide et sera donc plus facilement résorbé en milieu acide, par exemple au niveau de l'estomac. En revanche, il sera sous forme ionisée
en milieu basique et ne sera que peu résorbé en milieu basique, par exemple au niveau de l'intestin grêle. L'absorption ou la résorption des médicaments et de façon plus générale le passage des médicaments à travers les barrières biologiques par un mécanisme passif peut se faire selon différentes modalités. Soit par passage transcellulaire, lorsque les cellules sont serrées les unes contre les autres, le médicament doit traverser les cellules elles-mêmes et donc traverser les phospholipides membranaires. Soit par passage paracellulaire, lorsque les cellules sont séparées les unes des autres par des jonctions plus lâches, les médicaments peuvent passer par ces jonctions, appelées gap-jonctions, que j'ai essayé de vous représenter de façon très schématique en vert sur cette diapositive. Le transfert passif d'un composé se fait selon un gradient de concentration qui est déterminé par la loi de Fick, où le flux correspondant à la diffusion passive, c'est-à-dire le nombre de molécules qui diffusent à travers la membrane par unité de temps, est déterminé par l'équation suivante, où C1 est la concentration en principe actif la plus élevée de part et d'autre de la membrane, C2 la concentration en principe actif la plus faible de part et d'autre de la membrane, la surface correspond à la surface de la membrane à travers laquelle la diffusion a lieu, et le coefficient de perméabilité est la mesure de la mobilité de la molécule dans le milieu de diffusion. L'épaisseur de la membrane correspond à la longueur du trajet du principe actif. Donc cette équation de la loi de Fick n'est pas à retenir, mais elle vous permet de mettre en évidence, en particulier, l'importance de la surface d'échange entre le principe actif et la barrière digestive sur l'absorption des médicaments. L'absorption par transport actif est un autre mécanisme de transfert transmembranaire. Il nécessite l'existence de transporteurs protéiques qui sont généralement spécifiques d'un composé endogène, que ce soit des acides aminés ou des sucres ou des composés alimentaires, mais que de taille trop importante ou qui sont trop insolubles dans les lipides pour pouvoir diffuser passivement à travers les membranes. Ce système de transport est le seul système de transport transmembranaire qui peut fonctionner contre un gradient de concentration et il nécessite donc de l'énergie sous forme d'ATP. Ce transporteur peut être emprunté par un xénobiotique qui possède certaines analogies structurales avec le ligand naturel. Du fait du nombre restreint de protéines de transport, ce processus est saturable et peut donner lieu à des phénomènes de compétition entre deux médicaments ou entre un médicament et un composé endogène par exemple. De nombreuses cellules de l'organisme contiennent aussi des transporteurs de membrane qui sont spécialisés non pas pour internaliser mais pour expulser les xénobiotiques. Par exemple, la P-glycoprotéine, qu'on appelle aussi PGP, est un transporteur responsable de la résistance à certains traitements. Ces PGP limitent l'entrée des principes actifs dans l'organisme. Les transporteurs membranaires fonctionnent généralement de manière coordonnée pour permettre le passage d'un médicament d'un pôle à l'autre de la cellule. Ils sont localisés soit au niveau de la membrane basolatérale, permettant l'extraction du médicament présent dans le sang et son entrée dans la cellule, soit au niveau apical, permettant la sortie du médicament de la cellule vers la lumière. Ils sont principalement localisés au niveau des entérocytes et joueront donc un rôle dans l'absorption digestive. Mais on en trouve aussi au niveau de la barrière hémato-encéphalique et des tubules rénaux et auront donc respectivement un rôle dans la distribution et l'élimination des médicaments. On distingue deux grandes familles de transporteurs. Les transporteurs de la famille SLC pour Solute Carrier et les transporteurs de la famille ABC ou ATP Binding Cassette. Les transporteurs de la famille SLC qui permettent l'entrée des substances dans la cellule, on les appelle aussi les transporteurs d'influx. Les plus importants en pharmacologie sont les AOT ou Organic Anion Transporteurs et les OCT ou Organic Cation Transporteurs. Les transporteurs de la famille ABC fonctionnent comme des pompes d'efflux, favorisant l'extrusion des médicaments et des toxiques hors des cellules. Les plus importants en pharmacologie sont la glycoprotéine P et les multidrug resistance related protein
ou MRP. Pour cette année, je ne vous demande de retenir que l'existence des OCT, OAT, PGP et MRP. Enfin, certaines substances sont tellement grosses ou tellement peu diffusibles qu'elles ne peuvent pénétrer dans les cellules que par un phénomène d'endocytose. Ce processus est schématisé à droite de la diapositive. Il permet à un composé d'être englobé par la membrane cellulaire et transporté dans la cellule par détachement de la vésicule nouvellement formée. La substance peut alors être libérée dans le cytosol par rupture de la membrane de la vésicule. Ce système de transfert par endocytose est un système de transfert minoritaire. Il est surtout impliqué dans l'absorption des substances insolubles et de grande taille. L'absorption digestive peut se faire à tous les niveaux du tube digestif, en particulier au niveau de la cavité buccale, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, au niveau du gros intestin ou au niveau du rectum. Si je prends l'exemple de l'estomac, c'est un organe qui présente une surface d'échange de 1 mètre carré, son pH est acide, son débit sanguin de perfusion est faible et le temps de contact des aliments ou des principes actifs est faible. L'absorption des principes actifs sera donc mineure à ce niveau et concernera surtout les molécules acides qui seront donc sous forme moléculaire au niveau de l'estomac. Vous comprenez ainsi aisément que toute modification du pH gastrique, telles que les modifications de pH induites par certains médicaments anti-ulcéreux qui augmentent le pH gastrique, peuvent entraîner une diminution de la résorption gastrique de certains médicaments. Si je prends maintenant l'exemple de l'intestin grêle, sa surface d'échange est très importante, 200 à 300 mètres carrés environ, son pH est plutôt alcalin et le débit sanguin de perfusion est élevé, 1 litre par minute environ. Vous comprendrez là aussi que l'absorption des médicaments, qui sont pour une majorité des bases faibles, se fait pour une très large part au niveau de l'intestin grêle. Nous venons de voir que l'absorption était une phase éminemment variable. Il est de ce fait important de pouvoir la quantifier grâce à des paramètres pharmacocinétiques. Le premier paramètre que je vais vous présenter est la biodisponibilité. Alors la biodisponibilité est définie comme étant la fraction de la dose de principe actif ou de médicament administré qui atteint la circulation générale. La biodisponibilité est intitulée par la lettre F pour fraction. Si on administre par voie intraveineuse une dose de médicament, la totalité de la dose va se retrouver dans la circulation générale. Vous avez représenté sur ce graphe l'évolution des concentrations sanguines ou plasmatiques de médicaments en fonction du temps après une administration unique par voie intraveineuse. Donc en abscisse est représenté le temps et en ordonnée sont représentées les concentrations plasmatiques en principe actif. Et vous voyez sur ce graphe que les concentrations plasmatiques en principe actif diminuent en fonction du temps. Par définition, on considérera que la biodisponibilité d'un médicament administré par voie intraveineuse est de 100%, puisque la totalité de la dose se retrouve dans la circulation générale. Vous avez maintenant représenté sur ce graphe l'évolution des concentrations sanguines ou plasmatiques toujours du médicament en fonction du temps, soit après une administration unique par voie intraveineuse, c'est la courbe en bleu, soit après une administration unique par voie extravasculaire, c'est la courbe en jaune. Alors, un moyen d'évaluer la quantité de médicaments qui est passée dans la circulation générale après chacune des voies d'administration est de calculer l'aire sous la courbe, ou AUC, pour le terme anglo-saxon Area Under the Curve. Si on compare les deux aires sous la courbe, c'est-à-dire l'aire sous la courbe jaune et l'aire sous la courbe bleue, on se rend bien compte qu'elles sont différentes et que l'aire sous la courbe du médicament administré par voie extravasculaire est inférieure à l'aire sous la courbe obtenue après administration du médicament par voie intraveineuse. Ainsi, lorsqu'un médicament est administré par une autre voie que la voie intraveineuse, sa biodisponibilité peut varier de 0 à 100% et en général est inférieure à 100%. Cela nous permet donc de définir la biodisponibilité absolue, F exprimée en pourcentage, qui correspond au rapport des aires sous la courbe après administration par voie extravasculaire sur l'aire sous la courbe
obtenu après administration par voie intraveineuse. Alors concrètement, une biodisponibilité absolue de 50% pour un médicament signifie que seule la moitié de la quantité administrée est en fait retrouvée dans la circulation générale. Ainsi, la dose contenue dans un comprimé ou une gélule ne reflète pas toujours la dose biodisponible. Exemple, pour un médicament dont la biodisponibilité est de 50%, si on administre 1 gramme de ce médicament, eh bien 500 mg seront retrouvés dans la circulation générale. La biodisponibilité relative permet quant à elle de comparer entre elles deux formes d'un même médicament, administré par la même voie. Exemple, comparer la biodisponibilité d'un médicament administré sous forme de gélule et du même médicament administré sous forme de comprimé. Comprimé et gélule étant administrés par la même voie, la voie orale. Dans notre exemple, la biodisponibilité relative sera donc définie comme étant le rapport de l'air sous la courbe obtenu après administration sous forme de gélule sur l'air sous la courbe obtenu après administration du même médicament sous forme de comprimé. Le tout multiplié par 100 pour exprimer le rapport sous forme de pourcentage. La démonstration que ces paramètres sont comparables permet de définir la notion de bioéquivalence de deux formes. Cette notion de bioéquivalence sera un critère essentiel pour la reconnaissance d'un médicament générique. Le deuxième paramètre qui permet de quantifier la phase d'absorption est le facteur vitesse d'absorption. Ce facteur vitesse d'absorption est apprécié par le temps, que l'on appellera Tmax, temps nécessaire pour atteindre la concentration plasmatique ou sanguine de médicaments maximale, que l'on appellera aussi Cmax pour concentration maximale. Vous avez ici représenté sur ces deux graphes l'évolution en fonction du temps des concentrations de deux médicaments, le médicament A et le médicament B, après administration par voie orale. Concernant le médicament A, vous voyez que le Tmax est de l'ordre de 1 heure, environ 1,1 heure, et que le Cmax est de l'ordre de 1,7 nanogrammes par millilitre. Concernant le médicament B, si vous lisez sur la courbe d'évolution des concentrations en fonction du temps, vous voyez que le Tmax du médicament B est de l'ordre de 2,5 heures et que sa concentration maximale est de l'ordre de 2,5 nanogrammes par millilitre. Donc en fonction du Tmax, on peut en conclure que le pic d'absorption est plus rapide pour la molécule A que pour la molécule B. Et en termes de concentration maximale, on peut dire qu'elle est plus élevée pour le médicament B que pour le médicament A. En résumé, et pour bien comprendre l'importance de la phase d'absorption, les deux paramètres biodisponibilité et vitesse d'absorption qui caractérisent cette phase conditionnent les effets thérapeutiques et indésirables des médicaments, à la fois en termes de délai d'apparition et en termes d'intensité de l'effet. Voyons maintenant les facteurs qui vont influencer cette absorption par voie orale. Alors on va retrouver des facteurs liés aux médicaments, tels que la taille, le poids moléculaire donc, le pKa, la liposolubilité, des facteurs liés à la forme galénique, et puis surtout des facteurs liés au patient. Alors, le pH digestif, la vitesse de la vidange gastrique et la motilité intestinale, la prise associée de médicaments, par exemple des pansements digestifs ou des médicaments qui sont des modificateurs de la vidange gastrique. L'âge du patient peut également interférer. Et puis bien évidemment les pathologies associées, qu'elles soient digestives ou cardiaques, ce qui va diminuer les débits de perfusion. Et puis un autre paramètre dont je reviendrai, c'est la susceptibilité génétique, en particulier l'existence de polymorphisme génétique de la P-glycoprotéine, qui, je le rappelle, est une molécule d'efflux. En résumé, l'absorption est un phénomène malgré tout assez aléatoire et qui présente, pour toutes ces raisons, une grande variabilité intra- et inter-individuelle. Un point sur lequel je souhaiterais porter votre attention est l'importance de l'effet de premier passage hépatique sur la biodisponibilité d'un médicament après administration par voie orale. Alors qu'est-ce qu'on appelle effet de premier passage hépatique ? Eh bien, l'effet de premier passage hépatique correspond au passage du médicament par le foie avant d'atteindre la circulation générale. En effet,
Un médicament administré par voie orale va traverser la barrière digestive, puis arriver au foie via la veine porte. Il sortira ensuite du foie via les veines caves pour arriver au cœur et ensuite passer dans la circulation générale. Or, le foie est un organe riche en système enzymatique susceptible de transformer le médicament. On reviendra sur cette notion. De ce fait, différents cas de figure peuvent se présenter. Premier cas de figure, si le médicament qui est administré par voie orale est administré sous une forme active, son passage au niveau du foie peut le transformer en médicament faiblement actif. Dans ce cas, le médicament A, comme représenté sur cette diapositive, aura donc une mauvaise biodisponibilité par voie orale. Le deuxième cas de figure est celui d'un médicament B, toujours administré par voie orale, mais cette fois sous forme active. Il est sous forme active dans la forme galénique. Son passage au niveau du foie peut le transformer en un produit de transformation que l'on appelle métabolite, qui peut être actif. Dans ce cas, l'effet de premier passage hépatique n'affectera pas forcément l'efficacité du traitement. Le troisième cas de figure est le cas d'un médicament C, administré sous forme inactive. Donc le principe actif est sous forme inactive dans la forme galénique. On parle alors de promédicament. Lors de son passage dans le foie, ce médicament subira une transformation chimique qui le convertira en forme active susceptible d'induire son effet thérapeutique. Le chapitre que nous allons voir maintenant s'intéresse à la phase de distribution. Je rappelle que cette phase de distribution intervient après la phase d'absorption du médicament que nous venons de voir. On résume sous le terme de distribution le devenir du médicament au niveau sanguin, puis sa diffusion au niveau tissulaire. Donc la phase de distribution comprend le transport sanguin et la distribution tissulaire du principe actif. Pour diffuser dans les tissus de l'organisme, le médicament doit à nouveau franchir des barrières biologiques. Nous retrouverons donc les mêmes modes de franchissement des barrières biologiques, à savoir la diffusion intercellulaire, la diffusion passive et le transport actif. Notons que la diffusion est un phénomène réversible, c'est-à-dire qu'elle peut s'effectuer du sang vers les tissus et des tissus vers le sang pour que le médicament soit ensuite éliminé. Comme pour la phase de résorption, un certain nombre de facteurs influencent la distribution des médicaments, tels que leur poids moléculaire, leurs propriétés physico-chimiques, telles que la lipophilie, qui peut favoriser la distribution des médicaments, notamment dans les graisses et le système nerveux central. La présence de transporteurs va aussi faciliter ou limiter la phase de distribution des médicaments. À titre d'exemple, on peut citer l'existence de très nombreux transporteurs au niveau de la barrière hémato-encéphalique, comme représenté sur cette diapositive. Ces transporteurs jouent un rôle important dans la protection du système nerveux central, mais ils peuvent également nuire à la bonne efficacité des médicaments en limitant leur diffusion au niveau intracérébral. Enfin, un autre facteur important qui influence la distribution des médicaments est la liaison aux protéines plasmatiques. Cette liaison aux protéines plasmatiques obéit à la loi d'action de masse. Il s'instaure donc un état d'équilibre entre la concentration de médicaments libres, la concentration de protéines plasmatiques et la concentration de médicaments liés aux protéines plasmatiques. Ce phénomène de liaison est saturable et il peut donner lieu à un phénomène de compétition entre deux médicaments ou entre un médicament et une substance endogène également liée aux protéines plasmatiques, par exemple la bilirubine. La quantité de médicaments sous forme libre, c'est-à-dire non liés aux protéines plasmatiques, est appelée la fraction libre de médicaments. Cette fraction libre n'est pas saturable, c'est la forme active du principe actif, c'est la forme en principe actif qui sera également biotransformée, on reviendra sur cette notion, c'est la forme en principe actif qui va diffuser dans tous les tissus, et c'est la forme de médicament qui va être éliminée de l'organisme.
En revanche, la fraction liée, c'est-à-dire la fraction en principe actif liée à la protéine plasmatique, est saturable puisque le nombre de sites de liaison est défini. Cette forme n'est pas active. Ce n'est pas cette forme-là qui va aller se fixer sur le site de liaison du récepteur, par exemple. Le médicament lié à la protéine plasmatique ne va pas diffuser dans les tissus. En revanche, cette forme de médicament lié aux protéines plasmatiques constitue une réserve en principe actif qui peut être libérée au fur et à mesure. Enfin, lorsque le principe actif est lié à la protéine plasmatique, sous cette forme-là, il ne sera pas éliminé de l'organisme. Un certain nombre de paramètres affectent la liaison des médicaments aux protéines plasmatiques. D'une part, leur affinité pour le site de liaison, qui conditionnera le pourcentage de liaison d'un médicament donné. La liaison d'un médicament aux protéines plasmatiques est considérée comme forte si elle est supérieure à 95%. Un autre paramètre est la concentration en protéines plasmatiques qui peut varier en fonction des situations physiopathologiques. Vous comprenez aisément que si la concentration en protéines plasmatiques diminue, dans le cas d'un syndrome néphrotique par exemple, le pourcentage de médicaments liés aux protéines plasmatiques va donc diminuer et donc sa fraction libre va augmenter. Donc la quantité de médicaments effectivement active va augmenter. Le troisième paramètre qui affecte la liaison d'un médicament aux protéines plasmatiques est l'existence d'un phénomène de compétition entre un médicament et un produit endogène par exemple, ou entre deux médicaments entre eux au niveau des sites de liaison des protéines plasmatiques. Je vais maintenant m'attarder sur ce phénomène de compétition au niveau des protéines plasmatiques entre deux médicaments. Si je prends l'exemple d'un patient traité par un médicament A, qui est présent dans le plasma à une concentration de 10 mg par litre. Ce médicament est très lié aux protéines plasmatiques et on va considérer que la concentration en fraction libre de médicament A est de 1 mg par litre. Si le patient a besoin d'être traité par un autre médicament, le médicament B, qui va présenter une affinité plus forte pour les protéines plasmatiques. Le médicament B va déplacer le médicament A des sites de liaison des protéines plasmatiques pour se fixer, lui, sur les protéines plasmatiques. La fraction de médicament A libre va donc augmenter. Et si je prends notre exemple, va être multiplié par 2, ce qui va avoir des conséquences sur l'efficacité, voire exposer le patient à un risque de toxicité. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que les mécanismes de diffusion présentés précédemment expliquent pourquoi certains médicaments passent la barrière fœto-placentaire ou passent dans le lait maternel et sont donc de ce fait contre-indiqués en cas de grossesse ou d'allaitement. La quantification de la diffusion d'un médicament se fait par un paramètre pharmacocinétique qui est le volume de distribution. Alors, quelle en est la définition ? Le volume de distribution est un volume apparent, j'insiste sur ce terme, volume apparent, dans lequel semble se répartir la totalité de la dose de médicament pour que sa concentration plasmatique soit égale à celle des tissus. Le volume de distribution définit l'importance de la distribution dans les tissus. Sur le plan mathématique, le volume de distribution est égal à la quantité de médicaments dans l'organisme sur la concentration plasmatique en médicaments. Voici, à titre d'exemple, le volume de distribution de 3 molécules. La gentamicine, qui est un antibiotique, a un volume de distribution de 18 litres. La digoxine a un volume de distribution de 380 litres. Le flunitrazépam est une molécule qui a un volume de distribution de 5230 litres. Donc vous voyez que le volume de distribution peut être extraordinairement variable. Si on a un volume de distribution grand, cela signifie que la concentration tissulaire est élevée, concentration en principe actif, par rapport à la concentration plasmatique. Si j'ai un volume de distribution qui est petit, eh bien cela signifie que le principe actif va avoir une distribution limitée au plasma.
Donc le volume de distribution sera au minimum le volume plasmatique et sera de l'ordre de 3 à 4 litres. Alors vous avez représenté sur cette diapositive la répartition des volumes d'eau dans les différents compartiments de l'organisme. Vous pouvez ainsi constater que si l'on fait la somme des volumes des différents compartiments, que ce soit le sang, les liquides interstitiels ou les liquides intracellulaires, et si on fait donc la somme de ces différents compartiments, le volume total maximum d'eau n'excédera pas 40 litres. Alors comment expliquer des volumes de distribution qui peuvent être si importants? Si je prends l'exemple suivant, qui est l'exemple d'une molécule A, administrée à la dose de 100 mg. Si je mesure la concentration plasmatique de cette molécule A et que je trouve une concentration de 20 mg par litre, le volume de distribution calculé sera donc de 100 divisé par 20, soit 5 litres, ce qui correspondra au volume du compartiment plasmatique. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que la molécule A aura donc une diffusion limitée au compartiment plasmatique. Elle ne va pas aller diffuser dans les autres compartiments. Si je prends maintenant l'exemple d'une autre molécule, que j'appelle toujours A, administrée chez l'homme à la posologie de 100 mg par jour, et dont la concentration plasmatique que j'aurai mesurée sera de 2,2 mg par litre. Si je calcule le volume de distribution, il sera de l'ordre de 45 litres. Si je fais 100 mg divisé par 2,2, j'obtiens un volume de distribution de l'ordre de 45 litres. Cela peut signifier d'abord que la molécule ne reste pas dans le compartiment plasmatique, mais qu'elle va diffuser dans d'autres compartiments, comme par exemple le compartiment intercellulaire et le compartiment intracellulaire. Nous allons voir maintenant le troisième chapitre, qui est la phase de métabolisation. Je rappelle que la métabolisation intervient après l'absorption, la distribution, et que c'est une des 4 phases de la pharmacocinétique. Sur le plan d'une définition, le métabolisme ou la métabolisation correspond à une conversion chimique irréversible d'une espèce chimique en une autre. On parle de métabolisme ou de biotransformation, et la finalité de ce processus est en fait la détoxification de l'organisme, dont l'objectif sera de réduire ou d'éliminer l'activité, la toxicité d'un médicament. Alors bien évidemment, il existe une exception que je vous ai déjà citée, c'est l'exemple des promédicaments ou prodrogues qui, grâce au métabolisme, seront transformés en molécules actives. On peut ainsi résumer l'influence de la phase de biotransformation sur le devenir du médicament. Un médicament actif peut être biotransformé en métabolite, lui aussi actif. Un médicament actif peut être biotransformé en métabolite inactif. C'est souvent le cas des médicaments à effet de premier passage hépatique. Enfin, un médicament inactif, qui, je le rappelle, s'appelle un promédicament, peut être biotransformé en un principe actif sous forme active. Le foie est le principal organe impliqué dans la biotransformation des médicaments. Cependant, ce n'est pas l'organe exclusif de la biotransformation des médicaments, puisqu'elle peut aussi s'effectuer au niveau de la barrière hémato-encéphalique, au niveau pulmonaire, au niveau rénal ou au niveau des entérocytes. Comme je vous l'ai indiqué dans une diapositive précédente, la fonction primaire de la biotransformation est une fonction de détoxification de l'organisme. L'organisme va donc tout mettre en jeu pour éliminer le xénobiotique et donc le modifier sur le plan chimique. Cela consistera à transformer les molécules apolaires liposolubles en molécules polaires hydrosolubles de façon à favoriser leur élimination. 2 types de réactions chimiques peuvent intervenir. Les réactions de phase 1, qu'on appelle aussi réactions de fonctionnalisation, et les réactions de phase 2, que l'on appelle aussi les réactions de conjugaison. Je vais maintenant vous détailler ces 2 types de réactions. La phase 1 comporte des réactions d'oxydation. Elle comporte surtout des réactions d'hydroxylation, où R peut être un dérivé aliphatique ou aromatique, et C un carbone. On peut aussi avoir des réactions de N-oxydation ou de S-oxydation, c'est-à-dire des oxydations sur un azote ou sur un soufre.
et ces réactions de phase 1 peuvent donner lieu aussi à des réactions de N ou O désalkylation. Ces réactions d'oxydation sont essentiellement réalisées par des enzymes appartenant à la superfamille des cytochromes P450. Le cytochrome P450 constitue en fait non pas une enzyme unique, mais une famille d'isoenzymes à fer métabolisant préférentiellement tel ou tel type de médicament. Les changements du degré d'oxydoréduction du fer sont à l'origine des biotransformations catalysées par l'enzyme. Il existe un grand nombre d'isoenzymes du cytochrome P450 qui sont classés en familles, désignées par un chiffre, 1, 2, 3, etc. Chaque famille peut ensuite se subdiviser en sous-groupes désignés par des lettres, lettres A, B, C, D, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque famille métabolise des substrats déterminés. Alors par exemple, le cytochrome P450 1A2 va métaboliser la caféine, la théophynine, la clozapine, etc. Le cytochrome P450 2C9 va métaboliser la phénitoïne, le tolbutamine. Le cytochrome P453A4 va métaboliser la clozapine, etc. Ce que je vous demande de retenir, ce n'est pas la liste des molécules qui sont biotransformées par tel type de cytochrome P450, c'est que les réactions de phase 1 sont majoritairement, mais pas exclusivement, réalisées par des enzymes de la superfamille des cytochromes P450. Ce que je vous demande aussi de retenir, c'est qu'un même médicament peut être métabolisé par une ou plusieurs isoenzymes différentes. La phase 2 comporte des réactions de conjugaison. Conjugaison soit à l'acide glucuronique, on parlera de glucuroconjugaison, soit un groupement sulfate, on parlera de sulfoconjugaison, ou encore au glutathion. Ces réactions de conjugaison sont réalisées par des transférases. La réaction de glucuroconjugaison constitue le mécanisme principal des réactions de phase 2. Elle est catalysée par des UDP glucuronyltransférases qui favorisent donc la fixation de l'acide glucuronique sur un atome d'oxygène ou sur un atome de soufre du principe actif. Vous voyez sur cette diapositive l'importance des différentes transférases dans les réactions de phase 2. Comme je viens de vous le dire, et vous le voyez illustré sur cette diapositive, la glucuroconjugaison, qui je le rappelle est réalisée par les UDP glucuronyltransférases, constitue le mécanisme principal des réactions de phase 2. Un médicament peut être métabolisé par diverses enzymes. Les métabolites formés peuvent être actifs ou inactifs. Je vais vous donner l'exemple de la morphine. La morphine est une molécule qui est biotransformée par de nombreuses voies. Par réaction d'oxydation, qui conduit à la synthèse de morphine N-oxyde. Par réaction de O-méthylation, qui conduit à la synthèse de codéine. Par réaction de conjugaison, qui conduit à la synthèse de morphine 3-glucuronide ou de morphine 6-glucuronide. Certains de ces métabolites pouvant être actifs, comme la codéine ou la morphine 6-glucuronide. Alors, pourquoi est-il important de connaître la biotransformation des médicaments? Eh bien, il est important de connaître la biotransformation des médicaments, d'une part, afin de prévenir certaines interactions médicamenteuses, et d'autre part, afin de comprendre, même voire d'anticiper, la variabilité de la réponse à un traitement. Et nous allons voir qu'il existe aussi une susceptibilité génétique à la réponse de certains médicaments. Concernant les interactions médicamenteuses, certains principes actifs sont capables d'induire la synthèse des cytochromes P450, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur les gènes impliqués dans la synthèse de ces enzymes. A l'inverse, d'autres principes actifs vont inhiber l'activité des cytochromes P450. L'inhibition des cytochromes P450 peut se faire selon deux mécanismes. Une inactivation réelle, c'est-à-dire que le médicament va se fixer sur le site catalytique du cytochrome P450 pour l'inhiber, ou une compétition entre deux médicaments administrés simultanément et fixés et métabolisés par le même cytochrome. Ce deuxième mécanisme est le mécanisme le plus fréquemment impliqué. Il résulte d'une affinité différente des deux molécules administrées en même temps. Dans ces conditions, certains médicaments peuvent se comporter comme des inhibiteurs du métabolisme de la substance associée.
Sur le plan biologique et clinique, l'inhibition des cytochromes P450 par un médicament aura pour conséquence une diminution de l'activité enzymatique des cytochromes P450 et donc une diminution du métabolisme du médicament associé. Ce qui aura pour conséquence une augmentation de la concentration du médicament qui est associé, ce qui pourra induire soit un renforcement de l'effet thérapeutique ou l'apparition d'une toxicité. A l'inverse, l'induction des cytochromes P450 par un médicament qu'on appelle médicament inducteur va entraîner une augmentation de l'activité enzymatique et donc une augmentation du métabolisme, ce qui aura en général pour conséquence une diminution de la concentration en médicament qui sera associée et ce qui se traduira par une diminution de l'efficacité thérapeutique. Souvent, l'introduction d'un médicament inducteur enzymatique nécessite une augmentation de la posologie du médicament qui est associé et qui est également biotransformé par les cytochromes P450. En revanche, si le métabolite généré est toxique, l'association d'un médicament inducteur enzymatique peut être à l'origine d'une toxicité. Comme je vous l'ai indiqué en préambule, il est également important de connaître la biotransformation des médicaments car il existe une variabilité génétique interindividuelle de leur métabolisme. Il existe ce que l'on appelle des polymorphismes génétiques pour certains gènes codant pour des enzymes impliquées dans la biotransformation des médicaments. En effet, il existe dans la population générale différentes versions alléliques d'un même gène. Sa fréquence doit être supérieure à 1% de la population générale pour que l'on parle de polymorphisme génétique. Les polymorphismes rencontrés peuvent correspondre à une duplication du nombre de copies du gène codant pour l'enzyme, une délétion ou une mutation du gène codant pour l'enzyme impliqué dans la biotransformation. Alors, certains de ces polymorphismes génétiques peuvent avoir des conséquences fonctionnelles. Ainsi, une duplication du gène codant pour le cytochrome va avoir pour conséquence une augmentation de l'expression des cytochromes P450 et donc une augmentation de l'activité enzymatique. Comme je viens de vous l'expliquer, cette augmentation de l'activité enzymatique sera associée à une augmentation de la métabolisation avec, sur le plan thérapeutique, un risque d'inefficacité ou un risque de toxicité si le métabolite généré est toxique. La délétion d'un gène codant peut avoir pour conséquence l'absence d'expression de l'enzyme, ce qui sera associé à une non-métabolisation du médicament. Le médicament n'étant pas métabolisé, il s'accumulera dans l'organisme et donc expose le patient à un risque de toxicité. Une mutation se traduira par une diminution de l'activité enzymatique en général et donc une métabolisation réduite, ce qui expose à nouveau le patient soit à un risque d'accumulation de principes actifs et donc à un risque de toxicité. Une illustration des conséquences cliniques de l'existence de polymorphismes génétiques sur la réponse clinique à un traitement est la biotransformation de la codéine en morphine. Alors, la codéine est un opiacé biotransformé en morphine par le cytochrome P450 de D6. Certains patients ont une augmentation du nombre de copies du gène codant pour le cytochrome P450 de D6 et on les appelle des patients métaboliseurs ultra rapides. Chez ce type de patient, la codéine sera beaucoup plus métabolisée en morphine que dans la population générale qu'on appelle sauvage, ce qui va entraîner l'apparition d'effets indésirables typiques de la morphine, comme la sédation et des douleurs abdominales importantes chez des patients pourtant traités par codéine. De nombreuses inoformes des cytochromes P450 font l'objet d'un polymorphisme génétique. Alors les isoformes, je les ai marquées d'une astérisque. On voit qu'il y a un polymorphisme génétique pour le cytochrome P450 de D6, le cytochrome P450 de C19 ou le cytochrome P450 de C9. Cela va donc avoir des conséquences cliniques importantes quant à l'utilisation d'un grand nombre de médicaments. Alors, ce qu'il vous faut retenir, c'est que les enzymes intervenant dans les réactions de phase 1 ne sont pas les seules à faire l'objet d'un polymorphisme génétique. En effet, il existe aussi des polymorphismes génétiques au niveau des transférases qui interviennent dans les réactions de phase 2.
La dernière phase pharmacocinétique que nous présenterons est la phase d'élimination. Les xénobiotiques et leurs métabolites, comme les substances endogènes, sont principalement éliminés de l'organisme par voie urinaire. D'autres voies d'élimination, telles que la voie biliaire, fécale et pulmonaire, peuvent également intervenir dans l'élimination des médicaments. Ce phénomène d'élimination des médicaments est très important car toute insuffisance de l'organe responsable de l'élimination se traduira par un ralentissement de l'élimination du principe actif et donc d'un risque accru d'accumulation pouvant entraîner des effets toxiques. Il existe également des voies accessoires d'élimination, dont certaines revêtent un intérêt particulier pour le toxicologue, la sueur, la salive et les phanères par exemple. Je me limiterai dans ce cours à vous présenter l'élimination par voie urinaire. À ce niveau, je vous conseille de vous référer au cours de Diane Ribio sur la physiologie rénale, de façon à ce que l'élimination rénale des médicaments que je vais vous présenter maintenant vous paraisse plus claire. 3 principaux mécanismes déterminent l'excrétion urinaire des principes actifs. La filtration glomérulaire, la sécrétion tubulaire et la réabsorption tubulaire. La filtration glomérulaire est un processus de filtration du plasma. Elle conduit à la formation de l'ultrafiltrat, environ 200 litres par jour, dont une grande quantité va être sécrétée puis réabsorbée pour conduire à la formation d'urine définitive. La filtration glomérulaire est un phénomène passif de filtration du plasma et des solutés de masse inférieure à 65 000 daltons. L'albumine ayant une masse moléculaire d'environ 69 000 daltons, elle ne sera pas filtrée. Aussi, les toxiques liés aux protéines plasmatiques ne peuvent être éliminés par cette voie. L'ultrafiltrat est ensuite modifié par sécrétion tubulaire et réabsorption tubulaire afin de conserver les substances qui ont des fonctions essentielles telles que l'eau, le glucose, les acides aminés et les électrolytes. La sécrétion tubulaire consiste à transporter les substances du plasma péritubulaire vers la lumière tubulaire. C'est le processus qui permet l'apparition de constituants non filtrés dans l'urine définitive. Elle s'effectue au niveau du tube contourné proximal par un processus actif qui nécessite un apport d'énergie. Elle se fait par l'intermédiaire de transporteurs, donc est un phénomène saturable qui peut donner lieu à une compétition entre 2 médicaments ou entre un médicament et une substance endogène. La réabsorption tubulaire définit le passage d'une molécule de la lumière du néphron dans le sang. C'est le processus par lequel les éléments filtrés sont réabsorbés et disparaissent de l'urine définitive. Elle peut se faire selon 2 mécanismes, un mécanisme actif ou un mécanisme passif. La réabsorption active concerne essentiellement les substances endogènes telles que le sodium, le potassium, l'acide urique, le glucose, les acides aminés, et quelques médicaments dont la structure est très proche de celle des acides aminés. Cette réabsorption active nécessite un apport d'énergie. Elle s'effectue au niveau du tube proximal essentiellement. Elle entraîne, pour conserver une iso-osmolarité, une réabsorption passive de l'eau. Du fait de cette réabsorption passive d'eau, un certain nombre de substances vont se retrouver dans le liquide tubulaire à une concentration plus élevée que dans le liquide péritubulaire. Dès lors, la seule condition pour que ces substances soient réabsorbées passivement est qu'elles puissent traverser la membrane, c'est-à-dire qu'elles soient neutres, donc sous forme moléculaire et liposoluble. Au niveau tubulaire, on retrouve de très nombreux transporteurs qui vont soit favoriser l'excrétion urinaire des médicaments par transport actif, soit limiter leur excrétion en favorisant leur réabsorption. Quelle est la place du rein et du foie dans le processus d'élimination d'un médicament? Comme je vous l'ai indiqué en introduction, la métabolisation et l'élimination
ont une fonction de détoxification de l'organisme. Le foie permet essentiellement une transformation chimique du principe actif destiné à le rendre plus polaire et donc plus hydrosoluble. Le rein, quant à lui, ayant pour mission essentiellement d'éliminer ou d'excréter les molécules hydrophiles. Une autre voie d'élimination des médicaments est l'élimination par voie fécale. Sont excrétés par cette voie les xénobiotiques qui, après ingestion, ne sont pas totalement absorbés et les xénobiotiques qui sont excrétés par voie biliaire. Le paramètre pharmacocinétique permettant de quantifier l'élimination d'un médicament est la clairance. La clairance est définie comme étant le volume de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps. Pour un organe donné, le foie ou le rein par exemple, la clairance est égale au débit sanguin de perfusion de l'organe fois le coefficient d'extraction de l'organe. Qu'appelle-t-on coefficient d'extraction? Eh bien, le coefficient d'extraction d'un organe, c'est le potentiel ou la capacité de l'organe d'extraire une quantité de principe actif de la circulation générale. Si je représente de façon très schématique un organe, en gris sur cette diapositive, son coefficient d'extraction sera égal à la quantité de médicaments qui entre dans l'organe, moins la quantité de médicaments qui sort de l'organe, sur la quantité de médicaments qui est entrée dans l'organe. Le coefficient d'extraction d'un organe est donc égal à la concentration artérielle en principe actif, moins la concentration veineuse en principe actif, sur la concentration artérielle en principe actif. Étant donné les différents organes impliqués dans l'élimination des médicaments, on peut calculer la clairance pour chaque organe. La clairance totale est donc égale à la somme de la clairance de chaque organe, la clairance rénale et la clairance hépatique étant les deux voies majeures d'élimination des médicaments. Vous comprenez alors que toute insuffisance d'un organe impliqué dans l'élimination d'un médicament va avoir des répercussions sur l'élimination du médicament et peut conduire à son accumulation dans l'organisme. Concrètement, comment calcule-t-on la clairance? Après une administration du principe actif par voie intraveineuse, la totalité de la dose étant retrouvée dans la circulation générale, la clairance sera égale à la dose sur l'air sur la courbe. Après administration du principe actif par voie orale, la quantité de médicaments retrouvés dans l'organisme dépendance de sa biodisponibilité F, la clairance sera égale à la dose de principe actif multipliée par la biodisponibilité sur l'air sous la courbe après administration par voie orale. Un autre paramètre pharmacocinétique important est la demi-vie d'élimination, ou T de 1,5. Elle est définie comme étant le temps nécessaire pour diviser par 2 la concentration plasmatique d'un médicament lorsque l'état d'équilibre de distribution est atteint. Sur le plan mathématique, la demi-vie d'élimination du médicament est égale à ln de 2 fois le volume de distribution sur la clairance totale. Ce paramètre demi-vie d'élimination d'un médicament est un paramètre important à connaître pour chaque médicament. En effet, quand un médicament est administré de façon répétée, la connaissance de sa demi-vie d'élimination permet de prédire quand un médicament atteindra l'état d'équilibre, c'est-à-dire de prédire à partir de quel moment les concentrations en médicaments resteront stables du fait d'un équilibre entre la quantité de médicaments qui rentrent dans l'organisme et la quantité de médicaments qui est éliminée de l'organisme. On considère que l'état d'équilibre est atteint au bout de 5 demi-vies. Dans le cadre de traitements chroniques par des médicaments à marge thérapeutique étroite, il faut attendre d'avoir atteint l'état d'équilibre pour pouvoir faire du suivi thérapeutique pharmacologique. De plus, la demi-vie d'élimination d'un médicament
permet de prédire quand ce médicament sera en quasi-totalité éliminé de l'organisme. Et l'on considère qu'un médicament est totalement éliminé de l'organisme au bout de 7 demi-vies. Ce chapitre est le dernier cours relatif à votre initiation à la pharmacocinétique. L'objectif de ce chapitre sera de connaître les sources de variabilité de la réponse aux médicaments. Lorsqu'un médecin pose un diagnostic et prescrit un médicament, de nombreux paramètres vont intervenir, ce qui peut expliquer la variabilité de la réponse au traitement. D'une part, l'observance au traitement, c'est-à-dire le fait de savoir est-ce que le malade prend-il bien son traitement, les erreurs d'administration éventuelles, le plan de prise, c'est-à-dire la répartition de la prise des médicaments dans la journée, est-il respecté, l'influence de la prise de nourriture est-elle prise en considération, etc. Tous ces paramètres font qu'il peut y avoir un écart entre la dose prescrite par le médecin et la dose réellement prise par le patient. De même, les paramètres pharmacocinétiques tels que la biodisponibilité, la biotransformation, la fixation tissulaire et l'élimination conditionnent la quantité réelle de médicaments qui atteint son site d'action. De même, les paramètres pharmacodynamiques, tels que par exemple le nombre de récepteurs, l'état fonctionnel de ces récepteurs, vont conditionner l'intensité de l'effet. Ces facteurs pharmacocinétiques et pharmacodynamiques pouvant aussi faire l'objet de variabilité génétique, vous comprenez que la réponse interindividuelle, voire dans certains cas intra-individuelle, peut être éminemment variable. En résumé, je rappelle que les facteurs influençant la pharmacocinétique sont la présentation galénique, la voie d'administration du principe actif, le contexte physiopathologique, le pH digestif, la vitesse de la vidange gastrique et la motilité intestinale, la fonction hépatique ou rénale, les éventuelles interactions médicamenteuses, la modification du nombre ou de la fonction des cibles des médicaments. Et bien évidemment, les facteurs génétiques sont des facteurs importants à prendre en considération. Pour conclure sur cette initiation à la pharmacocinétique, je voudrais insister sur le fait que les paramètres pharmacocinétiques sont d'une importance majeure tout au développement clinique d'un médicament. En phase 1 et 2 sera estimée la valeur des paramètres pharmacocinétiques. En phase 3 et après l'AMM est estimée la variabilité de ces paramètres pharmacocinétiques. Ces paramètres pharmacocinétiques sont également d'une grande utilité tout au long de l'utilisation clinique d'un médicament, puisqu'ils sont utilisés pour proposer une adaptation posologique personnalisée des médicaments à marge thérapeutique étroite ou dans le cadre de situations physiopathologiques particulières. Ici s'arrête votre initiation à la pharmacologie. Je vous souhaite bon courage pour ce semestre et vous présente tous mes vœux de réussite pour le concours.